Bonjour, chers amis. Bonjour, cher Sek Laibamba. Je vous remercie encore de me donner cette opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir exposer sur un thème qui est un thème d'actualité, surtout dans ce contexte de Covid, qui est la communication publique. Alors, je commence tout d'abord par cette citation que j'aime bien de l'école de Palo Alto, qui nous dit que dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer. Cela prouve encore une fois l'importance de la communication dans notre relation de travail, dans notre relation, notre entourage, dans nos relations à tous les niveaux. Pourquoi nous avons choisi de parler de la communication publique? Parce que cette communication publique a une importance capitale dans la gouvernance politique. Parce que cette communication publique est négligée le plus souvent par les institutions politiques. Parce que cette communication, parce que nous avons de plus en plus des citoyens qui sont engagés par rapport à la chose publique. Des citoyens qui émettent le plus souvent le besoin de savoir par rapport à la gestion de la chose publique. Et surtout, nous avons choisi de parler de la communication publique à cause de cette pandémie que nous vivons, qui a permis de révéler les grands tares du système communicationnel public, surtout dans notre pays qui est le Sénégal. Alors, nous allons aborder cette communication à travers 3 axes principaux. Nous allons voir de façon très ramassée la communication publique, revenir sur les fondamentaux, essayer de la définir en fonction de ce qu'on appelle aussi la communication politique. Deuxièmement, nous allons voir les enjeux et les spécificités de ce que nous appelons la communication publique. Et enfin, nous verrons la communication publique telle qu'elle est pratiquée chez nous au Sénégal. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Quelles sont les causes de cette situation que nous vivons au Sénégal? Donc, pour commencer par un bref rappel de ce qu'est la communication publique. En fait, la communication publique, on a tendance souvent à la confondre avec ce qu'on appelle la communication politique. D'ailleurs, ceux qui le font n'ont pas tort. Parce qu'il y a une certaine relation de complémentarité, d'interdépendance entre ces deux notions, parce qu'elles s'appliquent sur un champ qu'on appelle l'espace public. Que ce soit la communication politique, que ce soit la communication publique, c'est des champs qui s'exercent dans le même espace qu'est l'espace public. Donc, on note une certaine proximité entre ces deux disciplines. Ce qui fait à l'avis qui considère que la communication politique est l'une des principales formes discursives de la communication publique. Donc, lui, il met dans le même lot la communication politique et la communication publique, tout en nous faisant comprendre que la communication politique est incluse dans ce qu'on appelle la communication publique. Bon, néanmoins, notre part, nous sommes en sciences et les définitions et les conceptions ne sont pas les mêmes entre les chercheurs, entre les écoles. Mais personnellement, moi, j'avais une distinction entre ces deux notions, communication politique et communication publique. Nous faisons la distinction. D'abord, la communication, le premier élément de distinction, c'est que si nous essayons de regarder de plus près, sans pour autant rentrer en profondeur dans ces notions théoriques, c'est que la communication politique concerne plus l'intérêt particulier d'un parti, l'intérêt particulier d'un mouvement, l'intérêt particulier d'un homme politique qui souhaite peut-être accéder au pouvoir, qui souhaite en fait conserver son pouvoir. Alors que la communication publique, c'est une communication qui est orientée vers ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général. Donc, là, il n'y a pas de parti pris,
Là, on veille à ce que tout ce qui tourne autour de l'État, que ce soit les gouvernants, les citoyens, aient cette information dans la manière de gérer. Et ce qui fait que cette distinction, à partir de cette distinction, on se rend compte que la communication politique, comme elle concerne une démarche particulière, on a tendance parfois à avoir peur de l'exercer parce que les citoyens même ont parfois une image négative de ce qu'on appelle la communication politique. Parce qu'on pense que la communication politique, c'est de la manipulation. La communication politique, c'est le pouvoir qu'a un homme, l'occasion qui est donnée à un homme de pouvoir dominer, de pouvoir révéler des choses qui n'existent pas chez lui, de donner une autre impression dans le cadre de la compétition politique. La communication politique vise l'élu, sa relation avec les citoyens et les élections qu'il vise. Donc, vous voyez que la communication politique concerne un groupe de personnes, concerne une identité qui n'a rien à voir avec l'intergénéral. Parce que dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les élections qu'elle s'applique, dans le cadre de ce qu'on appelle les sondages qu'elle s'applique. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à Bloomberg qu'une compétition, que la communication politique est une compétition pour influencer et contrôler, grâce aux principaux médias, la perception publique des événements politiques majeurs et des enjeux. Donc vous voyez, dans le cadre de ce qu'on appelle la communication politique, nous sommes dans le monde de la compétition, nous sommes dans le monde du paraître, nous sommes dans le monde des élections et tout ce qui tourne autour de la séduction. C'est d'ailleurs, je reviens, c'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à voir derrière la communication politique une certaine manipulation. Dominique Walton, lui, il pense que l'espace public, la communication publique est l'espace où s'échangent des discours contradictoires de trois acteurs principaux qui sont les médias, les hommes politiques et les citoyens, qui sont représentés par l'opinion publique, ce qu'on appelle l'opinion publique. Donc pour lui, la communication politique, c'est à la fois les hommes politiques, les journalistes qui font les médias et l'opinion publique. L'objectif de la communication politique est de contrôler les perceptions pour s'imposer dans la compétition. L'idée de compétition revient toujours quand on parle de communication politique. Parce que nous sommes dans le domaine de la compétition, dans le domaine du paraître, dans le domaine de l'élection, où elle s'applique. Alors que la communication politique, publique, c'est tout autre. Si nous revenons à la communication politique publique, la communication publique désigne la plus grande part de la communication non marchande. La communication publique désigne la plus grande part de la communication non marchande. Donc, dans le cadre de la communication publique, il ne s'agit pas tout simplement comme une communication commerciale, il ne s'agit pas tout simplement d'une compétition ou d'une communication qui a tendance à promouvoir peut-être une certaine compétition. Et là, elle est émise par l'État et ses collectivités territoriales au service du citoyen. L'État, les institutions politiques, les collectivités territoriales au service exclusif des citoyens. Son rôle est d'assurer l'information nécessaire au fonctionnement des services publics. La communication vise aussi à rendre compte des politiques publiques. Nous reviendrons de façon beaucoup plus précise avec des détails. Elle vise à promouvoir une certaine connaissance des politiques publiques, rendre visibles les institutions et les décisions, montrer leur sens et leur objectif, l'ambition, les conséquences et les contraintes des choix publics. C'est la communication publique qui permet au gouvernement de montrer l'importance de tel ou autre projet, qui permet à ceux qui dirigent d'impliquer les citoyens dans la gestion de la chose publique, parce que si les pouvoirs sont confiés à des gens, c'est pour que la gestion soit collégiale, que le citoyen qui finance les politiques publiques ait son mot à dire. Et à ce titre, c'est inévitable.
la communication publique doit s'appuyer sur le citoyen qui a l'obligation de comprendre ce qui se passe dans la gestion des États. Malheureusement, chez nous, nous reviendrons là-dessus. On n'a pas souvent, on pense que l'information publique par rapport à la gouvernance, par rapport au choix public, par rapport aux politiques publiques, c'est des choses facultatives. Si on veut, on le fait. Si on ne veut pas, aussi, on peut ne pas le faire. Alors que l'information est un droit constitutionnel. Le citoyen a droit à l'information. Donc, malheureusement, dans la pratique, on voit autre chose. Les spécificités de la communauté et les enjeux de la communication publique. La communication publique se distingue d'autres formes de communication commerciale par tout simplement ses enjeux et ses objectifs. Là, les enjeux de la communication publique, c'est l'intérêt général. L'intérêt général. Un autre enjeu de la communication publique, c'est le service public. C'est parce qu'on est nommé, c'est parce qu'on est délégataire d'un pouvoir pour servir l'intérêt général, pour servir un peuple, pour servir les citoyens. C'est une communication qui permet, qui montre, qui s'appuie sur l'intérêt général pour se déployer, qui s'appuie sur la mission de service public et qui s'appuie sur la mission de gouvernance. La gouvernance, l'importance de la communication dans la gouvernance. Nous voyons souvent, nous, dans nos pays, surtout africains, où on a affaire à des scandales. Et le plus souvent, c'est parce qu'on ignore l'importance de la communication. C'est parce qu'on ne met pas en œuvre cette communication publique qui permet d'informer à temps réel les citoyens. On attend toujours que un citoyen ait l'information ou bien que ces informations soient diffusées de façon pas du tout normale, en ne suivant pas le canal adapté, et que les citoyens se rendent compte que oui, l'État a pris telle décision et ça crée des scandales. Alors que l'information devrait être publique. C'est dans la gouvernance qu'on doit prendre en compte la nécessité d'informer les citoyens par rapport à tout ce qui est fait. Elle exige de la rigueur, de l'éthique et du sens du service. Et c'est important. On a retenu 4 principaux leviers sur lesquels s'appuie la communication publique. On a parlé du service public, c'est-à-dire les activités ou missions de l'intérêt général, et d'autre part, l'ensemble des organisations chargées de ces activités d'intérêt général et qui peuvent aussi bien être publiques que privées. Donc les sociétés, par exemple aujourd'hui, certaines sociétés, comme l'APIX, à moitié privée, à moitié publique. Ouais. Donc, il y a beaucoup de sociétés étatiques qui ont à la fois cette mission d'intérêt public et privé. Le deuxième, c'est une communication citoyenne. La communication publique devrait promouvoir une certaine citoyenneté, devrait éveiller les citoyens, devrait inclure la concertation, la démocratie participative. En fait, il devrait faire en sorte que les citoyens participent à la gestion de la collectivité. Et nous voyons, moi, l'exemple le plus souvent que je choisis à ce sujet, c'est l'exemple du pétrole et du gaz aujourd'hui à Saint-Luc. Nous qui sommes à Saint-Luc, nous sommes confrontés à ce problème. Et si on ne prend pas garde, nous risquons de voir ce qui se passe ailleurs en Afrique du Sud. Parce qu'à notre niveau, c'est un secteur qui aura forcément des impacts sur l'activité au niveau régional. Et bien, quand on parle du pétrole et du gaz, on a tendance à nous montrer les merveilles de ces ressources-là, en occultant de façon volontaire les conséquences. Est-ce que réellement, quand le pétrole et le gaz seront exploités, est-ce que les gens tireront tous ces avantages-là? Est-ce qu'il n'y aura pas des risques par rapport à l'activité économique au niveau national? C'est la raison pour laquelle, c'est parce qu'on n'a pas inclus les citoyens dans la gestion de cette ressource-là. C'est parce qu'on n'a pas donné la bonne information aux citoyens. C'est parce que le débat public autour de cette question-là a toujours été occulté qu'on risque
des problèmes dans l'exploitation. Et en pire encore, nous laissons le gouvernement n'en parle même pas. Il laisse tout simplement le champ à BP Sénégal, qui communique depuis là avec les populations, qui leur dit en réalité des choses qui parfois n'arrangent que ses intérêts. Mais où est l'État dans tout ça? L'État ne veut pas communiquer, ne veut pas dire la vérité aux citoyens, ce qui fait que la prochaine étape sera, elle risque d'être très difficile. Parce qu'il arrivera au moment où les populations se sentiront trahies, où les populations n'auront plus accès à leur activité principale et elles vont peut-être se révolter. Donc, c'est la communication publique qui permet cette concertation, cette démarche participative, cette démocratie participative, cette consultation des populations par rapport à des questions d'intérêt général. La communication politique publique, elle favorise, elle donne une certaine légitimité institutionnelle. En fait, il suffit pour l'institution de communiquer, parfois pour que les citoyens, et nous le voyons très souvent, les citoyens qui critiquent telle institution de l'État. Pourquoi les citoyens critiquent? Parce que cette institution n'a pas donné l'opportunité aux citoyens de découvrir quels sont réellement les avantages de cette politique, quelles sont réellement les opportunités de cette politique. Et nous le voyons très souvent aujourd'hui. Vous demandez à quelqu'un, il vous dit oui, supprimer telle institution, elle n'a pas sa place. Alors que dans la réalité, c'est une institution qui a sa place. Mais c'est parce qu'elle n'a pas su relever le défi de la communication que les gens ont tendance à penser oui, que c'est des choses inutiles. La communication est soumise à des critiques, attaques, discussions qui contestent son intérêt et sa légitimité. La fonction de communication est une composante à part entière de l'action gouvernementale. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Le gouvernement semble l'avoir compris. C'est la raison pour laquelle ils ont mis en place un bureau d'information gouvernementale, d'ailleurs qui est calqué au bureau d'information gouvernementale de Paris. Et ça, on revient toujours sur cette éternelle question de copier-coller entre la France et le Sénégal. Mais malheureusement, c'est un bureau d'information gouvernementale qui tarde même à se faire connaître. Ils sont combien aujourd'hui les citoyens à nous dire qu'ils connaissent, qu'ils ont entendu parler du bureau d'information gouvernementale, qu'ils ont une fois visité le site du bureau d'information gouvernementale et qui ne joue pas son rôle. C'est juste, on l'a créé, c'est très beau, mais dans la pratique, on se rend compte que ce n'est rien parce que les citoyens eux-mêmes ne consultent pas le bureau d'information gouvernementale. Elle concourt la légitimité, la communication concourt notamment à l'information des citoyens, à l'efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques devraient être discutées, les citoyens devraient se les approprier. Parce que quand une politique publique est lancée et qu'elle ne reçoit pas cet élan de solidarité et qu'elle ne fait pas l'unanimité et que cette politique publique ne s'est pas appropriée par la population, mais elle passe à côté. Mais on ne peut pas développer une politique publique à l'endroit de vos citoyens et que vous ne soyez pas en mesure de savoir quelle est l'utilité de cette politique publique. Mais les citoyens ne vont pas s'impliquer. Nous le voyons souvent. Parce que cette confiance-là, elle est rompue. Si elle est rompue, on ne peut pas réussir. D'ailleurs, la confiance, comme le souligne Jean-Benoît, la confiance ne se prescrit pas. La communication peut en bâtir les fondements. On ne peut pas dire à quelqu'un, faites-moi confiance. Non, c'est dans la pratique, dans la communication, que cette personne-là arrivera à avoir confiance dans ce que nous faisons. La communication est un levier de développement. Quatrième point, un levier de démocratie. L'accès à l'information, comme je l'ai dit, est un droit pour les citoyens. Mais malheureusement, aujourd'hui, je me présente à la mairie de Saint-Louis, je viens chercher des informations, des états financiers sur la gestion de la mairie. Mais si vous ne risquez pas de vous faire conduire parce que les gens ne comprennent pas que l'information publique doit être accessible aux citoyens. C'est parce que les gens n'ont pas l'habitude d'aller chercher l'information publique sur la gestion
de nos collectivités locales, que les gens même pensent qu'ils ignorent ce droit-là. Alors que les mairies ont l'obligation de communiquer sur leur politique, sur leur état financier. Ça, c'est un droit pour le citoyen. Lorsque la communication dévie, elle se met exclusivement au service d'un homme et d'un parti. Lorsque la communication dévie, elle se met exclusivement au service d'un homme ou d'un parti. C'est à quoi nous sommes confrontés. Aujourd'hui, au Sénégal, on se rend compte que la communication publique est axée sur un parti. Aujourd'hui, on se rend compte que la communication publique est axée le plus souvent sur des personnes. Vous allez voir dans un ministère, les gens ne parlent que du ministre. On ne parle jamais des politiques. On ne parle jamais, on ne va même pas en profondeur de ce qu'il y a comme politique publique, de ce qu'il y a comme activité quotidienne. On s'attarde souvent sur une promotion qu'on souhaiterait faire à un leader. Ou bien on ne parle que d'un parti. Oui, notre parti. Alors qu'on a mieux à faire. On a mieux à faire. Et pour faire mieux, parler aux citoyens par rapport à la gestion, surtout quand nous sommes au pouvoir. Et cela, ça devient de la manipulation. Quand la communication se met au service d'un homme et d'un pouvoir, ça devient de la manipulation, mais pas de l'information publique, mais pas de la communication publique. Elle accélère alors comme conséquence mais les phénomènes de rejet, de perte de considération, voire même de pouvoir. Si les citoyens se rendent compte que tout ce que la RTS dit, c'est pour faire non pas la communication publique, mais c'est pour assurer une promotion, c'est pour communiquer sur un homme, c'est pour communiquer sur un parti, c'est pour communiquer sur des raisons, mais les gens vont boycotter ce média qui sert d'information publique. Parce que tout simplement, elle se met au service d'un homme et d'un pouvoir. Qu'elle perd cette confiance-là des citoyens. Ce qui est arrivé aux médias d'État, comme la RTS. Le troisième point, nous allons voir la communication publique en contexte sénégalais. Surtout, nous pouvons prendre le cas de la COVID-19. Nous allons nous appuyer principalement sur la COVID-19. Au Sénégal, tout le monde se rappelle, en 2012 constitue un tournant décisif dans les relations entre les gouvernants et les gouvernés depuis les élections, depuis le 23 juin, peut-être un peu plus tôt. Les Sénégalais sont devenus beaucoup plus regardants. On a vu l'éclosion d'une nouvelle forme de citoyenneté, une force citoyenne principalement animée par des jeunes, qui constituent d'ailleurs la majorité de la population. Les citoyens, à partir de ce moment, deviennent de plus en plus regardants par rapport à la chose publique, par rapport à la manière de gouverner nos États. C'est la raison pour laquelle nous avons vu la création de beaucoup de mouvements citoyens au renforcement de la société civile. Vous voyez, tout ce qui tourne autour de Y'en a marre, M23, Force M23, je pense, France dégage, publiez ce que vous payez. Et toutes ces institutions-là ont été créées au lendemain des élections présidentielles. Et même à la veille des élections présidentielles de 2012. Et c'est à partir de ce moment que les citoyens ont commencé à prendre en compte un certain nombre d'enjeux. Ils comprennent de plus en plus leur rôle important dans la gestion de la chose publique. Parce qu'ils peuvent influencer. Et surtout, qu'est-ce qui a favorisé ce déclic de la part des citoyens? C'est le développement de la connectivité Internet, avec la diversification des réseaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, presque tous les citoyens ont accès à Internet. Tous les citoyens peuvent relater ce qui se passe dans une contrée la plus reculée au Sénégal. Tout ce qui se passe du matin au soir au plan national sont relayés par les réseaux sociaux. Vous avez vu, si Babacar Ngom aujourd'hui a laissé tomber cette affaire-là, c'est en partie grâce aux réseaux sociaux parce que les médias n'en ont pas parlé. Vous avez vu le silence des médias, ce qui a même fait que le syndicat des journalistes et professionnels de la communication
c'est insurgé. Nous avons vu le secrétaire général dénoncer ce fait-là. Les journalistes ont tous boycotté parce que Baba Gangom, c'est quelqu'un de très puissant. Ils n'ont pas voulu parler parce qu'il donne de la publicité, parce que peut-être il donne de l'argent par-ci, par-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on n'a pas voulu en parler. C'est à cause des médias sociaux, c'est à cause des réseaux sociaux numériques que les citoyens se sont rendus compte que de la situation et on critiqué, on partage ces informations-là, ce qui a fait que Babacar a reculé. Si ce n'était pas les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'aurait pas la version des populations d'Engelel, parce que quel est le média qui va les interpeller? Non. Au contraire, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont permis cet élan de solidarité autour de cette population qui a aujourd'hui accueilli gain de cause. Tout ce que vous voyez, surtout avec le développement des réseaux sociaux, on se rend compte que finalement les messages sont pluriels. Chaque jour, les citoyens reçoivent des messages extrêmement nombreux qui ont parfois besoin d'être décortiqués, qui ont parfois besoin d'être infirmés, confirmés, qui ont parfois besoin d'être élucidés. Nous avons vu autour de la Covid comment les messages ont été nombreux, les gens qui nous parlent d'histoire telle, de telle. En fait, finalement, les citoyens se perdent parce qu'on reçoit beaucoup d'informations et parfois contradictoires. Et c'est ça, c'est à ce niveau que doit intervenir la communication. La communication doit intervenir pour donner la bonne information. La communication publique doit intervenir pour donner la bonne information, je répète. Toutes ces situations justifient, bien sûr, l'obligation de l'État de communiquer sur ce qu'il fait, sur la réalité. D'ailleurs, au Sénégal, nous sommes secoués comme le monde. Nous sommes frappés de plein fouet par ce qu'on appelle le coronavirus, avec des conséquences à la fois politiques, sociales et économiques. Voilà. Plusieurs mesures ont déjà été prises par les pouvoirs publics. Par exemple, le couvre-feu, ce qu'on appelle l'état d'urgence, parce que l'un des principaux défis à relever dans cette guerre contre un ennemi invisible reste celui d'une communication publique. D'une communication de crise, d'une communication pour le changement de comportement, adossé à un système communicationnel performant. 4 mois après l'apparition du premier cas, on a constaté une certaine tergiversation par rapport à la démarche adéquate à prendre. Aujourd'hui, la conséquence est que nous voyons le relâchement à tous les niveaux, le respect des mesures barrières, la multiplication des cas. Aujourd'hui, on ne se soucie même pas qui rend la situation épidémiologique extrêmement inquiétante. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à la place d'une communication sociale, on a privilégié tout simplement la médiatisation. À la place d'une communication de contact, discuter avec les populations, aller les rencontrer pour leur exposer la situation. On a privilégié une campagne médiatique. On s'est appuyé sur les médias. On a fait des publicités, on a préféré, les ONG sont venus, les pouvoirs publics sont venus, même les ministères sont venus, ils ont fait des spots un peu partout. Alors que cette communication médiatique, elle ne fait pas, elle est la communication la plus facile dans ce grand état. La communication la plus difficile et la plus importante aurait été celle qui s'appuie sur le contact avec ces populations. Aller à la base, utiliser les leaders d'opinion, utiliser les leaders de religion pour parler aux citoyens. Pourquoi nous revenons? En réalité, tous ces écarts notés ça et là, même dans l'avènement du Covid, bien avant l'avènement du Covid, on a toujours senti un problème de communication du pouvoir, de nos pouvoirs. Et surtout depuis 2012, depuis l'élection de Macky Sall. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de souci.
les citoyens faisaient tranquillement leurs activités. C'est depuis 2012 que les gens se sont rendus compte qu'il faut qu'on s'implique dans la gestion de l'État. Il ne faut pas qu'on laisse à l'État la charge de gérer tout seul. C'est depuis cette période-là que les gens se sont sentis le plus souvent, le plus concernés par la chose publique. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a constaté que l'État a du mal à nous fournir l'information, à communiquer avec ses citoyens. Donc, ce qu'on a noté avec le coronavirus est le résultat d'un processus. C'est une révélation. Tous ces événements sont révélateurs de malaise systémique, structurel, profond de ce qu'on appelle la communication publique au Sénégal. Je me rappelle, on a senti ce problème-là, non pas à cause tout simplement du coronavirus, on a senti ce problème-là qui ne date pas d'aujourd'hui. Le problème de communication date de très longtemps. Mais c'est depuis 2012, à partir du moment où les citoyens se sont le plus concernés par la gestion des affaires publiques, que nous avons senti ces écarts-là. Et nous avons vu, de 2012 à maintenant, le pouvoir, on n'a jamais parlé de problème de communication à l'époque de Wade. Non, le problème ne se fait pas fait sentir. Et c'est aujourd'hui qu'on en parle. Et si vous voyez depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes ont géré la communication du président Macky Sall, c'est énorme. C'est Doukaï qui était là, qui est revenu, Abdoulatif Koulibaly, Elhadji Kassé, Mamadou Thiam. Ils sont tellement nombreux. Finalement, on ne sait même pas qui gère la communication du parti. Donc, la communication gouvernementale sera en mesure, si on avait une communication gouvernementale aussi performante, c'est pour mettre en exergue l'importance de cette communication institutionnelle pour le gouvernement. Un management beaucoup plus efficace de la marque État du Sénégal, au plan international. Parce qu'on aurait pu ressortir les éléments qui séduisent au plan international le pays. On aurait pu mieux vendre cette destination au Sénégal. Cette marque État du Sénégal. Une meilleure visibilité et une lisibilité des politiques publiques, des projets et programmes. Est-ce que, à l'état actuel, toutes les politiques publiques sont lisibles? Est-ce que les citoyens sont en mesure de vous dire, oui, le problème, le projet purement, voilà, c'est tel, ça se passe tel. Non, on ne sait absolument rien. On voit toujours des publicités qui font juste l'éloge de ce que le président a réalisé à travers le projet purement. Mais ils sont combien à vous dire, oui, purement, c'est tel projet qui s'occupe de telle autre chose. On n'a pas cette lisibilité-là. On n'a pas cette visibilité de ces politiques publiques. On n'a pas cette visibilité de ces programmes publics mis en œuvre par le gouvernement. Alors que c'est un devoir pour l'État. Parce que l'argent qui sert à financer ces politiques publiques, c'est notre argent, nous tous, nos citoyens, qui payons l'impôt. Cette communication aurait permis une facilitation de l'accès aux données. Aujourd'hui, les données, est-ce qu'elles sont disponibles? C'est depuis la pression que les leaders politiques ont fait que le gouvernement a commencé à publier un certain nombre de décrets, un certain nombre de contrats miniers, par exemple. Les données n'étaient pas disponibles. Et aujourd'hui, au moment où on crée quelque chose qui est lié au bureau d'information gouvernementale, toutes les données devaient être disponibles, que ce soit sur les contrats miniers, que ce soit sur les grands travaux, que ce soit sur les grands projets, que ce soit sur les marchés publics. On aurait pu avoir cette lisibilité parce que, même si on reconnaît que dans certaines mesures, la loi permet à ce que l'État ne communique pas sur tout, mais certaines politiques publiques, comme les contrats miniers et tout autre, c'est des choses qui appartiennent aux citoyens. Donc, ils ont le droit d'accéder à l'information, à ces données qui ne sont pas privées, c'est des données qui sont publiques. La communication aurait permis une meilleure diffusion des informations relatives aux activités et réalisations du gouvernement. Et ça, ils sont très forts, le gouvernement est très fort. Ça, au moins, on sent
qu'il y a des efforts qui sont faits pour promouvoir ce que le gouvernement est en train de faire. Cette communication publique aurait permis une amélioration du marketing des politiques, des projets, des programmes. Le marketing des programmes, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Les programmes sont faits, les projets sont faits pour les citoyens. Et si les citoyens ne collaborent pas, ces programmes ne pourront pas réussir. Ces programmes ne pourront pas réussir. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la question de la Covid, c'est parce que l'information, on a échoué, que les citoyens n'ont pas collaboré. Il y a eu un échec dans la manière de gérer cette crise-là. Il y a eu un échec dans la manière même de gérer cette crise au plan institutionnel. On ne parle même pas de la communication et de la sensibilisation. C'est d'ailleurs ce qui a brouillé les messages liés au coronavirus. C'est qu'on a eu droit à beaucoup de scandales. Et ces scandales-là ont eu un impact négatif sur la compréhension, sur les messages délivrés pour lutter contre cette pandémie-là. Donc, il y a eu ce climat de manque de confiance entre les gouvernements et les gouvernements. On a fait le marketing de cette communication, de ce programme-là, qui tout au début avait rassemblé tout un peuple. Malheureusement, à un certain moment, on a senti que les gens n'étaient plus là. Les problèmes. Quels sont les problèmes? Nous avons un principal problème qui freine la communication politique publique au Sénégal. Le principal problème, le premier problème, c'est le problème de financement, qui est à la base de tout, hein, le financement. Contrairement aux entreprises privées, dans nos institutions publiques, on a parfois des chargés de com qui sont là pour rédiger organiser des conférences de presse, organiser tout simplement des points de presse et rédiger des communiqués de presse. Diffuser parfois les photos du poste. Mais on n'a pas de projet. Et si on n'a pas de projet, on n'a pas de financement. Vous allez voir dans la plupart des institutions qui ont un budget pour tout, mais sauf la communication. La communication est reléguée à un dernier plan. Absolument rien, 0 francs pour la communication. Alors que, par exemple, la loi des finances permet à un ministère d'avoir, par exemple, 50 milliards. Sur ces 50 milliards-là, on ne met même pas un petit budget à la disposition de la communication pour rendre compte de ce que nous sommes en train de faire avec ces milliards de budget. On n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture de la redevabilité. On n'en a pas. Aucun budget. Citez-moi les institutions. Aucun budget. Rien. On ne fait que quand on a... Non. C'est triste ce que nous vivons au Sénégal. C'est dû aux restrictions budgétaires. Voilà. Les institutions fonctionnent sans cellule, sans budget. On n'a même pas de cellule. Car celle-ci est perçue comme un gadget. On a souvent tendance à penser la communication comme un gadget. Alors que c'est un devoir pour les citoyens. C'est un devoir pour l'État. C'est un droit pour les citoyens qui financent ces politiques. Un autre problème, c'est l'un des problèmes les plus sérieux, hein. C'est le problème de l'absence de la professionnalisation des acteurs qui gèrent la communication publique. Vous allez dans les ministères, la plupart des gens qui sont recrutés pour gérer la communication n'ont même pas de diplôme de communication. Il suffit tout simplement de voir un des jeunes qui vous a accompagné dans votre quartier. Dès que vous êtes élu ministre ou DG, la première des choses, c'est de lui dire, oui, toi, tu parles bien au micro, tu parles un accent français, voilà, tu parles bien français, je te choisis comme mon chargé de communication. Est-ce que cette personne-là a cette notion-là? Est-ce que cette personne-là a cette compréhension de la communication publique qui doit être une communication axée sur le service public, l'intérêt général? Non,
absolument non. Il y a même Griffon qui dit, et si la communication est souvent perçue comme une technique innée, elle est en réalité un véritable métier qui s'apprend en théorie et dans un quotidien riche en expériences dans diverses et variées. J'en ai eu une discussion récemment avec un journaliste. Quand je leur ai dit, nous sommes face à un problème de professionnalisation de la communication publique, il m'a dit, oui, tu sais, je lui ai dit, et vous allez voir que dans les journalistes maintenant désertent les rédactions pour se retrouver dans les directions de communication, dans les cellules de communication. Il m'a dit, oui, tu sais, nous, au CESTI, on a eu des modules de communication. Donc, on est des journalistes, on a fait 20 ans de journalisme, mais on a fait des modules de communication. Je lui dis, mais la communication n'est pas que théorique. La communication, il faut la pratiquer. Et c'est ce que Mathieu Griffon semble nous dire. On a besoin de théorie, mais on a besoin de pratique de la communication publique. Pour être chargé de communication d'une institution, on ne peut pas tout simplement se réveiller un bonjour. On a acquis énormément de théorie de la communication. On vient, on nous donne une communication d'une grande institution. Parce que c'est la figure. Parce que la pratique révèle des choses qui sont beaucoup plus importantes. La communication, la théorie, on ne fait que rester de grandes théories de l'école de Palo Alto. Mais dans la pratique, nous voyons que la pratique de la communication telle que définie par les théoriciens est extrêmement différente de la pratique. Et parallèlement, nous allons voir qu'à l'UGB, dans les universités comme l'université Gaston Berger, chaque année, il y a au moins des dizaines de diplômés en communication publique et territoriale qui sortent de nos universités. Mais c'est des jeunes qui ne sont jamais exploités. On va les laisser en rade. Ils vont peut-être finir par faire le concours de l'école normale pour aller enseigner. Ils vont faire peut-être... J'ai vu des jeunes qui ont fini un master en communication publique et qui aujourd'hui ont préféré aller faire le concours des élèves maîtres pour se retrouver maître d'éducation, maître dans les écoles primaires. Et vous voyez le mal, et il est profond. Aujourd'hui, si on veut avoir une communication publique performante, il faudra s'attaquer à la professionnalisation de ce métier. Ce qui est un métier, non. Vous voyez, la communication, elle est tellement... Essayez de voir. Je prends l'exemple du ministère de la Santé aujourd'hui qui fait l'enjeu, qui fait l'actualité. J'étais très heureux, j'étais très choqué de voir qu'il y a quelques jours, j'ai vu dans un plateau de télé une dame très bien habillée que j'avais l'habitude de voir sur le journal télévisé de la TFM, bien habillée, qui me dit oui, on la présente comme étant la responsable de la cellule de communication du ministère de la Santé, surtout dans un contexte de coronavirus. C'est grave, parce que la communication est différente de l'information. L'information s'occupe tout simplement de la diffusion, de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Alors que la communication s'appuie sur la collecte, le traitement, la diffusion de l'information avec un plus qui est le feedback, avec comme objectif de déclencher un certain retour de celui qui écoute. Donc si on confie la communication à des journalistes, de célèbres journalistes qui font les éditions du journal télévisé, ça pose problème. Parce que nous serons en face de gens qui, au lieu de créer ce feedback-là, vont juste se soucier de transmettre les informations. Et ça pose problème. Et c'est le problème au Sénégal. Vous allez voir quelqu'un qui, dès qu'il est nommé, il vous dit, oui, oui, le jeune là qui fait le journal télévisé, oui, il est bon, il parle bien, et puis il est célèbre, je le prends. Moi, je donne un exemple. J'ai été dans un entretien d'embauche au ministère, dans un ministère. C'était vers les années 2015-2016. Alors, dans comment on l'appelle, la commission statut du recrutement, dans le jury, il y avait une célèbre journaliste. D'ailleurs, elle est partie en France, elle est partie, je pense, dans les ambassades en France, je pense. Elle était à la RTS. Très belle, elle était choisie par la primature pour gérer la communication. On l'a associée à ce jury. Mais il suffit mais les discussions avec la dame, en fait, on se rendrait compte
qu'elle n'avait pas appris la communication. Dans les échanges, on se rendait compte qu'elle n'avait pas appris la communication et qu'elle avait appris tout simplement le journalisme. Le journalisme a transmis des informations. Donc, c'est un volet qui pose énormément de problèmes à la communication publique. Le fait que la communication publique n'est pas gérée par des gens qui sont professionnels, qui ont fait le métier, qui ont envie d'apporter quelque chose, qui ont appris à connaître le métier dans la théorie et dans la pratique. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à Pierre-Emmanuel Mera, la communication publique doit être reconnue comme un métier à part entière et non comme un décor. C'est un métier. Vous allez en France, vous allez voir qu'il y a une association nationale des professionnels de la communication publique. Ceux-là, ils sont indépendants d'un homme politique, d'une instabilité institutionnelle. Parce que ceux qu'on choisit, celui que moi je choisis pour gérer ma communication en tant que ministre, mais quand je quitte, celui-là, il quitte avec son expérience. On aurait pu avoir un système où les chargés de communication sont des gens, des professionnels aguerris qui n'ont rien à voir avec la politique, qui, une fois sur place, ils font un métier de communication et indépendant de l'instabilité de celui du ministre ou du DG. C'est des gens qui sont là, non pas parce qu'ils sont des politiciens, mais c'est parce qu'ils ont un métier qu'ils exercent, et c'est le métier de spécialiste en communication publique. Le troisième problème, c'est la prédominance de la communication politique. C'est une logique, hein, c'est une seule logique. Si aujourd'hui on ne professionnalise pas le métier de communicant dans les institutions publiques, ben, on va installer des gens qui, au lieu de travailler pour le citoyen, qui lui paient son salaire, des spécialistes en communication, des chargés de communication qui, au lieu de travailler pour le pouvoir, pour le citoyen qui lui donne son salaire, ils vont s'appuyer sur une certaine promotion de leur leader, de celui qui les a nommés. Les chargés de communication ne gèrent généralement que l'image de ceux qui les ont nommés, en ignorant royalement les missions de la communication. On ne fait que servir. J'ai vu un de mes amis chargé de communication, d'ailleurs que j'ai perdu depuis très longtemps, que chaque jour, sur son statut WhatsApp, il n'y a que les photos du ministre qu'il a nommé. Il n'y a que des photos. Oui, il fait toutes les actions de communication, toutes les actions du ministre sont photographiées et sont mises sur sa page Facebook et sur son statut. C'est parce qu'on est redevable vis-à-vis de celui qui nous a nommé. Donc, on doit tout faire parce que nous sommes dans une logique de promotion. Je ferai tout pour que mon gars dure le plus dans ce ministère-là parce que son départ, c'est aussi mon départ. Ils travaillent quotidiennement à assurer la visibilité et la notoriété de leur leader en foulant au pied les exigences de la communication. Ce qui nous intéresse, moi je suis chargé, un ami m'a choisi comme chargé de com, mais moi mon travail c'est lui tout simplement à faire une chose, à faire sa promotion. Toutes les actions qu'il fera, je vais les relayer sur les réseaux sociaux. Oui, le ministre a visité les enfants de Mour, le ministre a planté des arbres, le ministre il monte dans son véhicule tout seul, il conduit tout seul, le ministre a une épouse vraiment qui est très attentionnée, le ministre a des enfants, oui, le ministre a des enfants disciplinés. Tout ce qui intéresse celui qui gère la communication de ce ministre-là, c'est de donner au ministre une meilleure image. Pour à la fois une promotion, pour que ce ministre ait une promotion, peut-être Premier ministre, ou s'il était DG, qu'on le nomme ministre, ou bien c'est pour tout simplement une longévité institutionnelle qui dure dans ce ministère. Que les citoyens aient le sentiment que c'est l'un des meilleurs ministres, l'un des meilleurs DG. Donc tout ce travail du chargé de com, le travail du chargé de com se limite qu'à ça. Mais on ignore que la mission de chargé de communication dans les institutions publiques, c'est de servir le citoyen, c'est de servir l'intérêt général, c'est de montrer aux citoyens que l'argent
qui sert à financer les activités ont produit tel effet. C'est de montrer aux citoyens le bon exemple à suivre. Mais on préfère tout simplement faire la promotion de mon ministre, parce que c'est mon ministre. Voilà, parce que c'est mon ami, il m'a nommé à un poste. Je me bats pour rester. Au lieu de travailler pour le peuple sénégalais, je travaille pour le ministre. C'est comme ce que nous voyons avec les députés. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui, au lieu de travailler pour le peuple qui les a nommés, pour le peuple qui leur donne leur salaire, ils se disent, oui, mon député Macky Sall là, les Macky Sall veulent que ce soit bon. Alors que c'est la même chose que nous retrouvons dans les ministères, chez les chargés de communication. C'est déplorable. Voilà, la communication s'occupe d'un intérêt particulier en lieu et place de l'intérêt général pour les gens qui sont payés par des ressources publiques. Les conséquences. Parmi les conséquences, il y a l'inefficacité des services publics, des politiques publiques. Ce que nous voyons avec la Covid. La communication a échoué et le gouvernement a plié bagage. Parce qu'on n'a pas réussi à relever le défi d'une communication efficace depuis le début. Tout au début, quand même, il y avait eu des efforts. Voilà. Quand on a vu le ministère, le président qui a convoqué le conseil présidentiel, il a installé un comité, voilà, il a fait une communication vraiment, tout au début c'était bien. Alors qu'on pensait qu'avec la communication de crise, au début on aurait échoué. Mais ceux qui ont réussi tout au début et qui à la longue ont fini jusqu'à ce que les citoyens pensent que cette maladie-là, c'est juste inventée par Macky Sall, quoi. Et ça, c'est la communication qui a échoué. Donc, à ce niveau, l'absence de communication efficace a créé une inefficacité de ce que nous avons vu, la gestion de la Covid. Manque de confiance, aujourd'hui, c'est un manque de confiance. Hein. Dès qu'un ministre parle, mais les gens ne regardent même pas. Ils disent non, il n'a pas fait. On n'a pas confiance. On ne croit même plus à l'existence de la maladie. On voit le plus souvent le désintéressement des citoyens par rapport à la chose publique. Les gens se disent, ah, il a bien le pouvoir. Vraiment, qu'on ne nous fatigue pas, quoi. Laissez-les gérer, après ils rentrent. Et ce n'est pas bien. Parce que toutes les politiques que nous allons développer, les gens, ils ne vont pas les respecter. Les gens, ils vont se dire, non, c'est de la politique. Les bourses sociales, ah, c'est de la politique. Laissez-les, c'est de la politique. Le manque de visibilité et l'attractivité. Par exemple, aujourd'hui, pour les collectivités locales, moi, je me suis appuyé surtout sur la communication étatique. Et les collectivités locales ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce qu'aujourd'hui, la question comment on les appelle, des fonds, les fonds concours, les fonds qui sont alloués à des collectivités territoriales, les partenariats, certains investissements. Et même les investisseurs ont besoin d'une certaine visibilité. Si une commune a une certaine visibilité internationale par rapport à la transparence, par rapport à tout ce qui est, comme à tout, elle va attirer des investisseurs. Et si nous avons une commune qui ne fait rien dans la communication publique, territoriale, qui va connaître les atouts de cette quel est l'investisseur qui va juste venir investir parce qu'il a entendu parler de la commune de Saint-Louis? Non, il va falloir qu'on accentue, qu'on prenne beaucoup plus sérieux la communication au niveau des communes pour pouvoir faire la promotion des atouts, ce qu'elle offre, quelles sont les opportunités. Et ça, c'est grâce à la communication que les gens pourront la déployer. Et ça rapporte de l'argent aux communes. Les troubles sociaux, aujourd'hui, les troubles sociaux sont le plus souvent la cause, ont souvent pour cause l'absence d'information. On n'informe pas, l'État n'informe pas, les pouvoirs publics n'informent pas. On gère les affaires comme si c'était des affaires privées, alors que c'est des affaires de tout le pays, de tous les citoyens. Donc, si on les gère de façon unilatérale, mais les gens, à un certain moment, il y aura d'autres informations qui sont parfois contradictoires, des informations qui sont véhiculées et qui créent ces troubles sociopolitiques. La stabilité, il y a pas de la stabilité. Quand on voit que l'instabilité, elle fait fuir les investisseurs. Bon, en conclusion, nous avons duré, mais en conclusion, nous dirons qu'aujourd'hui, la Covid
a montré. L'argument le mieux partagé, c'est que rien ne sera comme avant. Donc, on entend souvent parler, hein, rien ne sera comme avant. Tout doit changer. La Covid nous a montré que tout doit changer. Mais ce tout doit changer là, aujourd'hui, la communication a un rôle important à jouer. La communication doit changer. La communication politique, publique, telle qu'elle est pratiquée au Sénégal, la Covid doit nous apprendre à gérer autrement ce volet important dans la gouvernance. La communication a montré ses limites grâce au coronavirus, qui nous a montré que vous avez des problèmes de communication qui étaient là et qu'on a senti, mais on les a plus sentis avec l'avènement de la Covid. La communication doit véritablement faire l'objet d'une redynamisation, d'une revalorisation, d'une requalification. C'est extrêmement important. Nous allons repenser cette communication publique. Nous devons mettre les bases d'une communication purement publique qui se différencie de la communication de propagande. Elle doit être accompagnée par un financement en fonction des ambitions de gouvernance. Ceci grâce à des ressources humaines de qualité qui ne dépendent ni de l'instabilité, d'une instabilité institutionnelle, ni d'une appartenance politique ou clanique. On parle de la professionnalisation des acteurs comme tout de la dépolitisation de la fonction de chargé de communication. C'est important. Si on continue à politiser les fonctions de chargé de communication, on sera toujours dans cette situation où on ne sera même pas capable de gérer une communication de crise. On ne sera même pas capable de gérer une communication pour le changement de comportement avec l'avènement du coronavirus. Enfin, il y a l'Association française des communicants publics. Eux, ils ont une association française. Parce qu'ils savent l'importance de la communication publique dans la gouvernance de leur État. Qui dit, je cite, devant le déploiement croissant de la société de l'information, la communication publique s'affirme aujourd'hui comme une nécessité incontournable des institutions et des États démocratiques. De ce point de vue, elle s'apparente non à un simple outil technique de mise en forme des politiques publiques, mais à une démarche globale inscrite dans l'exercice même de la gouvernance publique. Fin de citation. Je vous remercie.